Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux terminales. Nous continuons aujourd'hui sur la Seconde Guerre mondiale en France. Après avoir vu la débâcle de 1940, nous allons parler de la mise en place du régime de Vichy et de la collaboration. Dans une première partie, nous allons voir comment s'est instauré un régime autoritaire en France alors que nous étions alors dans la Troisième République, un régime parlementaire en place depuis la fin du XIXe siècle. Comme dans toute démocratie, le pouvoir était alors divisé entre le pouvoir législatif, tenu par le Parlement, le pouvoir exécutif, tenu par le gouvernement, et le pouvoir judiciaire. Cependant, comme c'était un régime parlementaire, le pouvoir exécutif dépendait fortement du soutien du pouvoir législatif. L'organe politique qui détenait le plus de pouvoir était la Chambre des députés, qui avait le pouvoir de renverser le gouvernement en votant une motion de censure. Cela signifiait que le gouvernement devait maintenir la confiance de la majorité des députés pour pouvoir gouverner. Elle avait aussi l'initiative législative, ce qui lui permettait de proposer des lois. Bien que le Sénat puisse réviser et amender les propositions, la Chambre des députés avait le dernier mot dans la plupart des cas. Elle avait également le contrôle exclusif sur le budget de l'État, ce qui lui permettait de déterminer les priorités financières du pays. Le président du Conseil, qui était le chef du gouvernement, était issu de la majorité à la Chambre des députés. Cela renforçait le lien entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Enfin, le président de la République lui-même était élu par les parlementaires, députés et sénateurs, réunis en une seule chambre pour l'occasion. Maintenant que le fonctionnement de la Troisième République est clair, passons à ce qui s'est passé après la défaite française. Le 10 juillet 1940, lors d'une session extraordinaire à Vichy, les députés de la Troisième République ont voté pour donner les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. Ce vote a fait de la France un régime autoritaire, connu sous le nom de régime de Vichy. Le vote en faveur des pleins pouvoirs a été adopté par une large majorité, comme on peut le voir sur cette une du Figaro, avec 569 voix pour et 80 contre. Sous le régime de Vichy, la propagande a permis de légitimer le pouvoir du maréchal Philippe Pétain et d'obtenir le soutien de la population. Pétain était représenté comme le sauveur de la patrie, une figure qui incarnait la stabilité et l'ordre dans un contexte de chaos et de défaite. Le régime a cultivé une image héroïque du maréchal, le présentant comme un chef sage et paternaliste. Cette affiche est un exemple typique de la propagande utilisée par le régime de Vichy pour renforcer le culte de la personnalité autour du maréchal Pétain. Le message que vous pouvez lire, venez à moi avec confiance, vise à établir un lien de confiance entre Pétain et les Français, cherchant à rassurer la population en cette période troublée. La phrase « Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné » fait référence à la défaite militaire et à l'occupation allemande. Ce message vise à convaincre les Français que leur gouvernement est toujours légitime. Enfin, la posture de Pétain, montrant du doigt, renforce l'idée qu'il est un guide, mais aussi une figure d'autorité qui dirige la nation. Ainsi, la propagande de Vichy visait à détourner l'attention des difficultés du régime en présentant Pétain comme un sauveur. Le régime de Vichy a instauré un contrôle strict sur les journaux, les revues, la radio et le cinéma, bref, tous les médias. Tous les contenus publiés devaient être conformes à la ligne éditoriale du gouvernement. Les autorités s'assuraient qu'aucune critique du gouvernement ou de l'occupant allemand ne soit diffusée. Les écrivains, journalistes et intellectuels qui s'opposaient au régime ou qui critiquaient l'occupant étaient persécutés. Beaucoup ont été arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil.
ce qui a contribué à un climat de peur et de silence. D'ailleurs, tous les opposants politiques, comme les communistes, les socialistes et les membres de la résistance, ont fait l'objet de répressions sévères. Ils ont été arrêtés, emprisonnés souvent sans procès et soumis à des conditions de détention parfois très dures. Ils ont même été, pour certains, exécutés sommairement. Ainsi, Paul Reynaud, dont on vient de parler, a été arrêté et placé en résidence surveillée, mais il a réussi à s'échapper en mai 1942 et a rejoint la France libre. Aussi, Léon Blum, l'ancien chef du gouvernement du Front populaire, a été arrêté, emprisonné, puis transféré au camp de concentration de Buchenwald, où il a été détenu jusqu'à la libération. La milice française a été créée en 1943 par Joseph Darnan, qui était un proche collaborateur de Pétain. Elle avait pour objectif de soutenir les autorités de Vichy dans la répression des opposants politiques. Elle était composée en grande partie de sympathisants d'extrême droite. Les méthodes de la milice étaient souvent brutales. Elle utilisait la violence, l'intimidation et la torture pour obtenir des informations et faire régner la terreur parmi la population. Dans une deuxième partie, nous allons voir que le régime de Vichy est antisémite. En 1940, le premier statut des Juifs est promulgué. Les Juifs étaient exclus de plusieurs professions, notamment dans l'enseignement, la fonction publique, le journalisme. Les commerces juifs étaient contraints d'afficher des pancartes indiquant qu'ils étaient juifs. Cette obligation avait pour but de stigmatiser les propriétaires juifs et de les isoler socialement, en incitant la population à boycotter leur commerce. Ce statut des Juifs ressemble aux lois de Nuremberg qui avaient été prises en Allemagne quelques années plus tôt. Plusieurs rafles ont été organisées dans le but de déporter les Juifs vers les camps de concentration et d'extermination nazis. Les rafles étaient des opérations policières menées souvent de manière brutale et coordonnée, au cours desquelles de grandes quantités de personnes étaient arrêtées simultanément. La rafle du Veldiv, qui a eu lieu les 16 et 17 juillet 1942, est l'un des épisodes les plus sombres de la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette opération a été orchestrée par la police française, sous l'autorité du régime de Vichy, en collaboration avec les autorités nazies. La police française a mis en œuvre cette opération avec une grande efficacité, utilisant les listes préparées à l'avance pour cibler les familles juives. Environ 13 000 juifs, dont de nombreux enfants, ont été arrêtés dans Paris et ses environs. Les rafleurs se sont rendus dans les appartements, les écoles, les lieux de culte pour effectuer des arrestations de manière brutale. Les personnes arrêtées ont été rassemblées dans le Vélodrome d'hiver, qui était un espace sportif, où elles ont été entassées dans des conditions épouvantables. Pendant plusieurs jours, les détenus ont souffert de la chaleur, de la soif, de l'absence de soins médicaux. Et après avoir été retenus dans ce vélodrome, les Juifs arrêtés ont été déportés vers les camps d'extermination, principalement vers Auschwitz. Très peu d'entre eux ont survécu. Des opérations similaires ont eu lieu dans d'autres régions de France, y compris dans la zone sud. En août 1942, la police française du régime de Vichy a organisé une rafle dans la ville de Nice. Cette opération a abouti à l'arrestation de nombreux juifs, y compris des familles entières qui étaient ensuite envoyées vers les camps. Sous le régime de Vichy, les critères de détermination de l'identité juive étaient très stricts. Ils allaient même au-delà de ceux appliqués par l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy a établi que toute personne ayant un grand-parent juif était considérée comme juive. En comparaison, les nazis considéraient généralement comme juifs ceux qui avaient au moins 2 grands-parents juifs. Cette définition stricte a eu des conséquences graves pour de nombreuses personnes qui, bien que n'ayant pas pratiqué le judaïsme ou ayant été totalement assimilées dans la société, se sont retrouvées persécutées.
Cela a provoqué une vague d'arrestations et de déportations. Comme vous le voyez sur l'illustration, la mention juif était apposée sur les cartes d'identité des personnes juives. Cela avait pour but de stigmatiser ces personnes et de les identifier facilement. Dans la dernière partie de la leçon, nous allons parler de la collaboration d'États. La rencontre de Montoire, qui a eu lieu le 24 octobre 1940, est considérée comme le point de départ de la collaboration entre le régime de Vichy et les nazis. Lors de cette rencontre, le maréchal Philippe Pétain, chef de l'État français, s'est entretenu avec Adolf Hitler, qui était accompagné de Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich. L'argument avancé par Pétain était que la collaboration pouvait permettre de préserver un certain degré d'autonomie pour la France et pourrait conduire à des mesures favorables pour les Français. Mais la réalité de la collaboration a rapidement révélé ses limites et son impact dévastateur sur la société française. L'une des premières manifestations de la politique de collaboration a été l'envoi de troupes françaises pour soutenir les efforts militaires allemands. Cela s'est notamment manifesté par l'engagement de certaines unités de l'armée française en Afrique du Nord, auprès de Rommel. Une autre manifestation tragique de la politique de collaboration du régime de Vichy avec l'Allemagne nazie a été la participation à la déportation des Juifs de France. Environ 76 000 Juifs ont été déportés de France entre 1942 et 1944, dont environ 25 000 enfants. Les autorités françaises ont également joué un rôle actif dans l'arrestation et la déportation des Juifs, souvent sans pression directe des nazis, de leur propre gré. La création du service du travail obligatoire, le STO, en 1943, sous l'initiative de Pierre Laval, qui était alors le ministre principal du gouvernement de Vichy, est un autre point de la politique de collaboration. Le STO a été instauré en réponse à la demande des autorités allemandes qui avaient besoin de main-d'œuvre pour soutenir leur effort de guerre. En vertu de ce service, les jeunes Français étaient contraints de quitter leur pays pour aller travailler dans les usines et les exploitations agricoles de l'Allemagne. Cette politique a suscité une grande résistance et un profond mécontentement en France. De nombreux jeunes ont tenté d'échapper à l'appel et certains d'entre eux ont rejoint des mouvements de résistance pour lutter contre cette obligation qui était perçue comme une forme de servitude. Des campagnes de propagande avec des affiches comme celle qui est représentée ici tentaient de représenter le STO comme une opportunité d'améliorer la situation économique des familles françaises. En présentant le travail en Allemagne comme une source de revenus, les autorités de Vichy espéraient atténuer les réticences et convaincre les hommes de s'engager, même ceux qui n'étaient plus dans les âges du STO. C'est particulièrement à eux que s'adresse cette affiche. Cependant, malgré ces efforts de propagande, la réalité vécue par ceux qui partaient travailler en Allemagne était souvent bien différente. De nombreux travailleurs se retrouvaient dans des conditions difficiles avec des heures de travail longues, éprouvantes et peu de droits. Des réquisitions ont été mises en place pour soutenir l'effort de guerre allemand. Ces réquisitions concernaient des denrées alimentaires, des véhicules et bien d'autres biens nécessaires à l'armement et à l'approvisionnement des forces allemandes. Les agriculteurs, par exemple, ont été contraints de fournir des produits agricoles à l'occupant, souvent à des prix inférieurs à ceux du marché, même parfois on ne les payait pas du tout, ce qui a provoqué des pénuries et des difficultés pour de nombreuses familles françaises. Ces mesures ont été perçues comme une forme d'exploitation de la France par l'Allemagne nazie et beaucoup de Français ont ressenti un grand ressentiment à l'égard de ces politiques. Sur l'affiche, on voit que le cuivre, comme d'autres matériaux stratégiques, a été réquisitionné par les autorités françaises sous le régime de Vichy pour soutenir l'effort de guerre allemand. Le cuivre était essentiel pour la fabrication d'armements, de câbles électriques et d'autres équipements militaires. Enfin, la milice collaborait avec la Gestapo, la police politique de l'Allemagne nazie. Cette collaboration a renforcé la terreur et l'oppression sur le territoire français.
contribuant à un climat de peur qui a dissuadé de nombreux Français de s'engager publiquement dans la résistance. Bon, on parlera plus de la résistance dans la prochaine et dernière vidéo de la série. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris les caractéristiques du régime de Vichy et de sa politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.